Faire croiser s'ouvre cette fois-ci dans le grand chapitre santé, les conséquences incalculables de la grève dans le secteur santé. C'est le menu ce jour. Peggy Ludovic Dagua. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy, d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Une fois de plus, nous allons dans ce qui touche, dans l'intrinsèque, eh bien, le Béninois, puisque la santé du Béninois est quand même la chose la plus importante aujourd'hui. Malheureusement, cette santé n'est plus si bien assurée que cela devrait être, notamment dans nos hôpitaux. Raison essentielle, c'est la grève qui dure, qui n'en finit pas. Et pourquoi le secteur santé, aussi névralgique, aussi important, devrait-il être objet de grève, sans que ceci n'attire aucune attention ou eh bien n'appelle aucune solution pour y mettre fin. Pour en parler sur ce plateau, nous avons invité eh bien le meneur, on va dire, de cette grève, en tout cas le secrétaire général de l'un des syndicats meneurs de ce mouvement, j'ai nommé Souley Salako. Bonjour. Bonjour, monsieur Elvis Dagua. Peggy Ludovic Dagua. Peggy Ludovic Dagua, merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général du Syntrasen, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine, l'un des syndicats qui mène eh bien, ce mouvement. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. En face de vous, un confrère, Noé Cassius Totou, il est le directeur de publication du journal La Guérite. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors vous êtes journaliste, vous avez votre organe La Guérite, c'est sûr, qui quand même a investigué sur la question. Comment avez-vous traité cette information, cette grève qui n'en finit pas dans le secteur santé? D'accord, merci beaucoup. Une fois encore, bonjour. Et, je pense que la grève dans le secteur de la santé, cela ne fait ni chaud ni froid. En tout cas, moi, à ma personne, parce que on ne peut pas quand même parce que vous n'êtes pas malade, donc vous êtes indifférent. Oui, je suis indifférent, mais d'une part, j'accorde une raison, nous sommes d'accord, aux manifestants de cette grève-là, parce que, vous savez, d'abord, quand on prend la grève dans son essence, cela s'entend de façon définitionnelle comme étant un mouvement, qu'un ensemble de personnes issues de la même corporation professionnelle, vous voyez, brandi pour pouvoir réclamer les droits de travail. Si, entre-temps, ce droit n'est pas justement respecté par l'État vis-à-vis de ceux-ci. Et je crois que, sans aucun risque de me tromper, la grève, c'est une appropriation, c'est un droit constitutionnel qui est issu de la volonté marxiste des années 1946 pour pouvoir permettre aux citoyens, sinon aux citoyens appartenant à la même corporation professionnelle de jouir de leurs droits. Et cet appel avait été lancé par Karl Marx à travers sa célèbre formule, nous sommes d'accord, prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Alors quand on parle de cette base et qu'on établit la genèse. Tout à fait, on établit une analogie avec le mouvement de grève observé dans le secteur de la santé en République du Bénin, je crois que les disciples de Hippocrate n'ont pas totalement tort. Parce que, justement, ce qu'ils sont en train de revendiquer est tout à fait légitime. Par exemple, parmi les raisons évoquées pour pouvoir justifier leur mécontentement dans la manifestation de cette grève, nous avons la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État. Il y a l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin. Nous avons le paiement des rappels de la prime spécifique du second semestre de l'année. Il y a également la correction des disparités catégorielles des paramédicaux, agents permanents de l'État, et également la modification des tests en vue de l'organisation des agents contractuels de l'État. Alors, quand on fait une analyse profonde sur ces différents codes énumérés, je crois que les manifestants de cette grève ont absolument raison. Parce que, justement, lorsque l'État ne se trouve pas en mesure de respecter ses engagements vis-à-vis du citoyen employé, celui-ci doit forcément s'approprier un moyen pour pouvoir dire à l'État... Je crois que le secrétaire général est sur ce plateau, il va mieux porter ce côté-là des choses. Mais vous, en tant qu'usager, en tant que journaliste, comment percevez-vous cette peine imposée aux populations qui, quand même, ont droit aux soins?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le droit aux soins, nous sommes d'accord, est un droit constitutionnel. Je n'en disconviens guère. Cependant, lorsque le citoyen ou le professionnel qui se met au service de l'exercice de ce travail-là n'est pas satisfait, ne jouit pas légalement, bien sûr, de ses mérites, il ne peut pas, ou sinon en aucun cas, donner une pleine satisfaction en retour, sinon il ne peut pas donner un travail de qualité. Nous sommes d'accord. C'est en cela que moi je dis que la grève des agents de santé, nous sommes d'accord, est légitime. Ce que nous sommes en train de craindre et qui fait d'ailleurs l'ossature de ce sujet en plateau, c'est les conséquences du point de vue social. D'accord. Oui. Monsieur Soulé Salakon, voilà, vous recevez du poids, c'est sûr, mais le problème reste et demeure au niveau des populations qui malheureusement souffrent de ce problème dont elles ne sont quand même pas responsables. Oui, merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin de nous prononcer par rapport à la crise dans le secteur de la santé. C'est la première fois que moi j'ai la chance de venir sur votre plateau. Je voudrais remercier DEN TV et Diaspora FM pour cette opportunité que vous nous donnez. Chaque fois qu'on parle de grève dans le secteur de la santé, la question récurrente c'est l'impact sur la population. C'est cela. Et moi j'ai l'habitude de demander, est-ce que cette question, il arrive que les journalistes la posent à nos autorités? Parce que lorsque j'échange avec les autorités, j'ai le sentiment que elles ne cherchent pas à savoir si cela a d'impact sur la population. Lorsque vous décidez d'aller en mouvement, vous constatez que les gens traînent le pas, ils réagissent pas vite. Lorsque finalement ils réagissent, ils font du dilatoire. C'est comme si ils cherchaient à vous prendre à l'usure. Il faut que la grève dure 2 mois, 3 mois, 4 mois avant qu'ils donnent satisfaction. Au même moment, est-ce qu'ils se demandent l'impact de la grève pendant 2 mois, pendant 3 mois? Et c'est sur cette base-là qu'on peut apprécier pour dire, est-ce que c'est les syndicalistes qui ne voient pas juste, ou bien ceux qui ont été élus, qui sont nommés à des postes de responsabilité également, ne voient pas véritablement l'impact que cela puisse avoir. Et en conclusion, ce que moi je dis, c'est qu'il revient à la population d'exiger des soins. La population a droit aux soins, comme vous l'avez dit. Et dans cette crise qui oppose les travailleurs à l'État, la population choisit le côté qui l'arrange. Elle n'est pas là pour dire je soutiens nécessairement les travailleurs. Elle n'est pas également là pour dire j'approuve ce que fait l'État. Mais elle reste au milieu en disant nous voulons les soins. En disant nous voulons les soins, elle amène l'État qui est chargé d'assurer les soins population à prendre les dispositions. Qu'est-ce que l'État fait en ce moment-là pour que la population puisse avoir droit aux soins? L'État verra avec les partenaires sociaux ce qu'il faut faire. Mais si, comme on le constate souvent, la population garde un peu le mutisme ou bien les gens montent au créneau pour dire non, les travailleurs du secteur de la santé, ils n'ont pas le sang dans leurs veines, ils n'ont pas pitié de celui-ci, ils n'ont pas pitié de celui-là. Souvent, ce n'est pas des positions qui arrangent. Parce que ce que nous revendiquons, c'est légitime, comme l'a dit et votre collègue le journaliste. C'est des choses sur lesquelles aucune autorité ne peut nous confondre pour dire non, ça c'est trop, c'est exagéré. Mais malheureusement, bon, on essaie de nous opposer à la population pour nous amener à reculer face à notre détermination de satisfaire les revendications. Donc, là, vous semblez fustiger la position des citoyens, de la population, c'est ça? Bon, je ne fustige pas la position des citoyens parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où on a l'habitude de dire que nous sommes analphabètes à un degré donné, chacun a son pourcentage. Donc, j'essaie d'analyser le comportement de la population. Dans d'autres pays, on dirait grâce à un service minimum que le lendemain, c'est les malades, les gardes malades, les associations de consommateurs qui vont descendre dans les rues pour dire non, comme l'État ne peut pas laisser faire. L'État doit faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, nous, on n'est pas à cette étape-là. Pour la population, c'est une guéguerre entre l'État et les travailleurs. Ils finiront pas s'entendre. Eux, ils sont là simplement pour critiquer dans leur chambre, peut-être à travers les appels sur les chaînes de télévision et de radio. Vous voulez voir les malades dans les rues, c'est ça? Est-ce que c'est les patients vous soutiennent? Est-ce qu'ils ont la force de le faire? Bon, ou qu'ils acceptent de mourir pour la cause? Non, ce n'est pas nécessairement les patients qui doivent descendre dans les rues. Ça, c'est une façon de parler. Mais les associations de défense des travailleurs, des patients,
des consommateurs, les gardes malades, tous ceux qui comprennent l'importance de ce que nous disons, doivent pouvoir interpeller les autorités à divers niveaux. Ce n'est pas nécessairement en descendant même dans la rue. S'ils ont des canaux pour le faire, parce que nous sommes dans un pays où les gens se connaissent suffisamment, s'ils ont la possibilité de joindre telle ou telle autorité à différents niveaux pour dire attention, ne laissez pas la grève perdurer. Faites quelque chose. Bon, l'essentiel c'est que nous constatons que nous avons une oreille d'écoute. Il y a des gens qui sont disposés à nous aider à obtenir la satisfaction de nos revendications. Et le débat sur comment arrêter la grève peut se mener. Est-ce à dire que vous avouez là vaincu par les autorités? Vous n'arrivez plus vraiment à vous faire entendre d'elles, c'est ça? Bon, le problème avec les autorités n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Nous sommes dans le syndicalisme, ça fait un moment, et nous avons toujours constaté que les autorités ont leur stratégie, qui est souvent une stratégie qui nuit à la population. C'est de chercher à voir combien de temps la grève va durer. C'est ça le problème. Ce n'est pas que ils ne sont pas sensibles, ils ne veulent pas régler. Ils vous l'ont dit, c'est ça ou bien comment? Bon, ça c'est constaté plusieurs fois. C'est un constat. Ça s'est constaté plusieurs fois. Il y a des grèves qui ont duré des mois sur des mois et finalement les problèmes ont été réglés. Plusieurs fois, ça a été toujours comme ça. Bon, les gens se disent, bon, ils vont laisser. Ils vont laisser. Maintenant, si on constate que malgré tout, ils ne laissent pas, en ce moment-là, on les appelle pour dire, bon, voilà, on vous conseille ceci. Mais c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'en attendant d'attendre que les gens puissent passer à l'usure, la population est en train de faire les frais de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui explique la lenteur ou la griffe sourde d'oreille de l'autorité vis-à-vis de vos revendications? Bon, est-ce qu'on peut avoir la possibilité de mieux expliquer cela que les autorités elles-mêmes? Je me dis, bon, il va falloir qu'on pose la question aux autorités elles-mêmes. Parce qu'il y a des choses qu'on peut régler et vous rencontrez les autorités et on vous dit d'office, ce n'est pas gérable. Pour le moment, on ne peut rien. Rangez ça, laissez ça tomber. Donc l'autorité n'en a pas les moyens? Bon, on peut dire a priori que les autorités n'en ont pas les moyens. Mais vous constatez 3 semaines après que la même autorité vous appelle pour dire j'ai accepté de vous l'accorder. Et vous l'accorde séance tenante. Actuellement, il y a un débat qui a été mené dans le système depuis 4 semaines où on a parlé de plus spécifique, c'est dans la plateforme. Et lorsque le premier groupe qui avait commencé les grèves dans le secteur avait posé cette revendication, on les a réunis pour dire l'État n'a pas les moyens pour régler tout de suite. Que la prime sera subdivisée en 4 échelonnés jusqu'à décembre 2017. Donc, ils ont rendu compte à la base à décembre ne peut jamais se passer. Et ils ont sollicité également pour dire, bon, écoutez, il faut qu'on se mette ensemble pour dire cette question-là ne peut pas être réglée de cette façon. Mais on a continué à rester ensemble pour dire non. Nous pensons qu'aujourd'hui, là, le pays a les moyens pour régler. Les gens ont fait du dilatoire pendant plusieurs semaines. Avant-hier, nous ont appelé pour dire qu'ils ont débloqué la totalité des sous. Alors, pourquoi on a attendu 1 mois et demi? Parce que les autres, moi, au Centre-Assiège, ça fait la 2e semaine qu'on a commencé les grèves. Mais ceux qui avaient commencé à brandir cette question de prime spécifique ont commencé leur grève depuis le 4 octobre. Donc, pourquoi une question qu'on peut régler le 4 octobre, on a attendu le 17 novembre pour dire, bon, voilà, on a même plus appelé les gens à un tas de négociation pour dire, bon, venez, on va vous expliquer comment on peut régler, on ne peut pas régler. On vous joint au téléphone pour dire, bon, on a concédé cela, que l'argent est disponible, allez chercher. Mais on a déjà fait un mois et demi. Mais c'est une administration, vous êtes d'accord? Ah bon, donc, cela prouve ce que je disais. L'administration ne saurait agir de manière simultanée, prompte, sans étudier le dossier. Bon, est-ce que c'est une question d'étudier le dossier? Qu'on nous dise même en octobre, ce que vous demandez, on ne peut pas le régler en octobre, laissez-nous novembre pour le régler. Peut-être que les travailleurs auront une autre position que de dire on ne peut pas le satisfaire avant décembre 2017. Regardez la distance décembre 2017 et novembre 2016. Et le même état est déjà réglé. Ça permet aux travailleurs de croire chaque fois que lorsque l'État dit au début je ne peux pas faire, il peut finalement le faire si on mettait la pression. C'est une mauvaise stratégie. Et ça amène les syndicats à avoir des positions qu'aujourd'hui beaucoup de gens déplorent. Vous dites bon, vous aimez plusieurs semaines de guerre, vous avez plusieurs mois de grève. Parce que l'État nous donne le sentiment que dès que les grèves durant des semaines, durant des mois, les choses qu'il a estimées au début que ce n'était pas réalisable vont se réaliser. Donc, vous avez pris conséquence de cette réaction des autorités pour pouvoir corser le mouvement.
Bon, est-ce que le mouvement est corsé pour le moment? Je crois que le mouvement sera corsé dans les jours à venir. Encore? Oh, oui. Puisque vous venez quand même d'obtenir quelque chose. On vous a fait appel et... Oui, je dis le mouvement sera corsé dans les jours à venir parce que sur près de 16 points de revendication, l'État n'a réglé qu'un point, selon certains, demi-point selon moi. Moi, j'ai appris que vous êtes totalement viscéralement lié à cette revendication-là spécifique, la prime spécifique. C'est peut-être cette revendication même qui fonde tout ce mouvement, et une fois qu'elle est réglée... Certains sont peut-être viscéralement liés à cette revendication. Nos centrations n'est pas viscéralement liées. Lorsque vous prenez votre plateforme, vous ne verrez pas cette revendication en priorité. Et nous avons toujours dit aux centraces que nous avons dépassé l'étape où on doit prendre les primes comme des priorités. Les primes, c'est des choses qui sont importantes, qui ajoutent quelque chose à l'assiette des travailleurs. Mais pour nos centraces, ça ne sera jamais les priorités. C'est important. Mais chaque fois qu'on devrait aller à un mouvement et qu'il doit y avoir question de primes, il faut qu'il y ait d'autres revendications plus importantes. Et quelles sont vos revendications les plus importantes? Aujourd'hui, les revendications les plus importantes sont les revendications de carrière. Comme il a évoqué tout à l'heure, il y a les questions de reversement qui ont démarré depuis plusieurs années et pour lesquelles les gens ne veulent pas qu'on aille à terme. Aujourd'hui, ce qui se fait au ministère de la Santé, c'est un peu... Bon, si on fait une négociation avec beaucoup de mensonges, ou on fait un peu dilatoire, on vous rencontre et on dit dans 2 jours, dans 3 jours, vous aurez si. Le délai passe, vous ne constatez rien, vous interpellez les autorités, ils disent, bon, laissez-nous encore le temps et accordez-nous encore des échéances. Et c'est dans ce milieu où on connaît. Il a parlé de la correction de la disparité catégorielle. Vous imaginez que des gens qui sont sortis de l'école le même jour, qui ont le même diplôme, qui ont été recrutés par l'administration le même jour, sont répartis au niveau de la fonction publique dans des catégories différentes. De sorte à ce que quelqu'un gagne plus de salaire que l'autre. Alors qu'ils sont sortis de l'école le même jour. Ils ont été recrutés peut-être le même jour. Mais à la nuance, on dit, quelqu'un est recruté par concours APE, l'autre est recruté par concours ACE. Est-ce que dans un système francophone... C'est quoi la différence? APE, agent permanent de l'État, ACE, agent contractuel de l'État. Il y a déjà une différence. C'est ça que je veux dire. Maintenant, est-ce que dans le système francophone, c'est le diplôme qu'on paie ou bien le type de concours qui permet d'accéder à la fonction publique? C'est l'État qui choisit le type de concours. Un jour, il dit, je veux faire un concours que j'appelle APE. Le lendemain, il dit, je veux faire un concours que j'appelle ACE. Et il recrute des gens, il dit, bon, ce que j'ai appelé APE là, je les mets à telle échelle. Ceux que j'ai appelé ACE, je les rabaisse. Il y a une différence de 5 000, de 10 000 francs, alors que les deux sont sortis de l'école le même jour. Ils ont le même diplôme. Dans le centre de santé, ils font la même chose. Aucune personne externe au centre de santé ne peut arriver là et savoir qui est APE, ACE. Ou bien, lorsque vous allez dans un centre de santé, vous pouvez savoir qui est APE, qui est ACE. Tout le monde est infirmier, tout le monde est major, tout le monde est soignant, tout le monde est sage-femme. Mais l'État crée des disparités. C'est un cafouillage total. Et sur ce point-là, on a échangé, on a amené l'ancien ministre, je crois que c'est Pascal Dostok, à prendre un arrêté pour créer un comité interministériel qui devait réfléchir sur la question. Le comité s'est réuni, les cadres de la fonction publique, les cadres du ministère des Finances, les cadres du ministère de la Santé ont tous retenu qu'on doit corriger. Il n'y a pas, on ne peut pas trouver un spécialiste pour dire ça, ça doit rester comme ça. Depuis plus d'un an qu'on a dit on doit corriger, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait pour corriger. Ça veut dire que si on reste comme ça, peut-être dans 5 ans, on sera toujours là à dire, sur le principe de corriger, tout le monde est d'accord, mais la mise en œuvre, on ne le fait pas. Et chaque jour que Dieu fait, les gens vont à la retraite. Ils sont recrutés en train de gagner des salaires inférieurs et ils vont partir comme ça en gagnant les salaires inférieurs. On dit, mettez les choses en œuvre, on dit, on va le faire. La dernière fois, on a fait le site, le ministre nous a reçus. Le chef de service de ressources humaines a dit, le comité va se réunir le 8 novembre pour statuer sur la question. Jusqu'aujourd'hui, le comité se va réunir. C'est ce que j'appelle le mensonge, ça. S'il y a 2 conseils comme ça, d'autres revendications où on pose on donne des délais. On a parlé des 2014 qui sont sans salaire. Aujourd'hui, on dit ça reste 13%, ça reste 15%. Je dis, quel que soit le pourcentage, c'est mauvais. Les gens font 2 ans. On ne peut pas faire 2 ans sans salaire et trouver aujourd'hui que un pourcentage important a pris contrat. Il n'y a pas de raison. Il ne doit pas rester une seule personne après 2 ans. Mais les gens font 2 ans, disent il y a plus de 15% qui n'ont pas de salaire. On dit impliquez-nous dans le système pour que nous suivons avec vous, pour savoir à quel niveau les contrats sont bloqués. Ils ont dit non, laissez-nous jusqu'au 10 novembre, nous allons vider cette question-là. Nous sommes déjà au 18 novembre aujourd'hui, ce n'est pas vidé. C'est comme ça qu'on gère les négociations à la santé. Et on pense que, bon, dès qu'on va payer la prime spécifique là, les grèves vont s'arrêter. Non, je dis au Centre-Sud, les questions de carrière sont les plus importantes.
Les primes ne nous accompagnent pas à la retraite. Aujourd'hui, les gens sont jeunes, ils ont envie de prendre leur prime, d'aller à Tokpa, d'aller ici à ça. Demain, ils seront grabataires, ils ne seront pas plus sortis. Ce qu'ils ont cherché, c'est leur pension. Et les primes spécifiques, les primes de logement, ceci, cela, là, tout ça n'existera pas en ce moment-là. C'est ce qui va exister, c'est sur ça que nous nous basons nos revendications. Et après, je veux dire, à part ces deux revendications, il y a autre chose encore? Non, il y a plusieurs autres revendications. Nous avons parlé, par exemple, de la déclaration des agents à la CNSS. Voilà un point capital. Un État qui utilise des agents qui ne les déclare pas. Est-ce que vous concevez cela? Quelque chose qu'on reproche au privé tous les jours. Mais l'État utilise des agents contracteurs de l'État depuis une dizaine d'années, il ne les déclare pas. Il y a 2 ans, on a demandé aux intéressés de produire des dossiers pour être déclarés. Les dossiers ont été envoyés au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a mis sur pied un comité interministériel, les gens se sont retrouvés, ils n'ont plus les émoluments, ils n'ont plus des PDM. 2 ans après, il n'y a pas un seul numéro CNSS délivré. Quels sont ceux non déclarés, les ACE ou APE? Les ACE. Les APE sont au Fonds national de retraite. Eux ne sont pas concernés. C'est les ACE, les agents contracteurs de l'État qui sont affiliés à la CNSS. Ils ne sont pas déclarés. Le point qu'on nous fait aujourd'hui, on dit on a reçu 12 000 dossiers au ministère de la Santé concernés par les agents. Et sur les 12 000, on n'a pas un seul numéro d'immatriculation après 2 ans que les dossiers ont été déposés. Est-ce qu'on doit se taire et se dire ça va venir? Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi? On a discuté avec eux. Ils ont dit c'est en cours, qu'ils ont déjà traité 3500 dossiers qui sont allés à la CNSS. La CNSS n'a pas sorti les numéros. C'est une bonne nouvelle. 3000, non. Ça dit que c'est en cours. Non, 3500 dossiers sur 12 000. 3500 dossiers sur 12 000 après 2 ans. Ça fait le cas. Ça veut dire que... Oui, il y a une lenteur sensible. Il nous faut 10 ans pour pouvoir finir les 12 000 dossiers. En 10 ans, combien d'agents sont déjà partis à la retraite? Est-ce que vous avez investigué au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour savoir si réellement ces dossiers sont envoyés là-bas? Bon, pour le moment, on n'a pas encore fait cette démarche-là. Parce que c'est lorsqu'on a lancé les mouvements... Parce que vous n'y croyez pas? Bon, moi, j'ai envie de croire pour le moment. J'ai envie de croire, mais je me dis, j'ai l'habitude de dire aux autorités, ce que les travailleurs veulent, c'est ce qu'ils constatent. Leur dit que leur dossier se trouve dans un circuit, se trouve quelque part, c'est pas leur problème. Le jour où vous le remettez, le cadre d'immatriculation à la CNSS, ils savent que vous avez fait un travail. Dit que c'est dans le circuit, c'est en cours, ça ne change rien. La preuve est que, pour le moment, vous les empêchez de bénéficier de l'allocation familiale, vous les empêchez de prendre des pensions s'ils doivent aller à la retraite, vous les empêchez d'avoir de l'allocation de vieillesse s'ils doivent partir. Donc, pour le moment, vous avez exposé les dysfonctionnements, les frustrations, les erreurs, les lenteurs dans l'administration publique. Mais est-ce que vous pensez que c'est cette rigidité que vous tenez là suffit à expliquer le phénomène, enfin, à vous aider à trouver une solution? Et que c'est au prix des vies humaines qu'il vous faut non, je dis toujours, nous ne travaillons pas, nous ne luttons pas pour créer des casses. Ce n'est pas souvent dit mais malheureusement vous le faites. Non, nous ne le faisons pas. Je dis nous ne le faisons pas pourquoi? Parce que même lorsqu'on dit grève sans service minimum, les gens s'alarment pour dire c'est criard, c'est ceci, c'est cela. Le législateur a prévu que lorsque une organisation syndicale dit grève sans service minimum dans le secteur de la santé, on appelle les responsables, on négocie des réquisitions. On réquisitionne ceux qui doivent faire le service minimum. Et depuis la semaine dernière... Mais vous avez dit sans service minimum. Est-ce que oui, lorsqu'on dit sans service minimum... Non, ce n'est pas contradictoire. Le législateur a dit lorsque un syndicat dit dans le secteur de la santé sans service minimum, l'employeur procède à des réquisitions. Et les conditions dans lesquelles les réquisitions doivent être faites ont été bien déterminées dans la loi. 1/5 du personnel qui doit être présent à la gare ce jour-là. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on a lancé le mouvement, ceux qui ont pensé que la grève est en train d'avoir trop d'impact sur leur structure ont commencé par appeler pour les réquisitions. C'est que le directeur de l'hôpital des zones de Sourlévé a appelé les camarades pour dire qu'il veut réquisitionner. Ils se sont entendus sur comment réquisitionner. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas des jusqu'au boutistes. Notre objectif, ce n'est pas de nuire aux malades, mais c'est d'amener l'autorité à revoir sa façon de gérer. D'amener l'autorité à voir que les travailleurs, eux, n'ont pas de défis politiques. Ce qu'ils ont, c'est leur carrière. Nous, on n'a pas d'autre chose. Qu'ils soient là aujourd'hui, Jacques soit là demain. Nous, on a 25 ans, 30 ans à faire. Et ce qu'on gagne pendant les 25 ans, les 30 ans là, c'est ça qui nous revient. Et sur cette base-là, on n'a pas à marchander avec le pouvoir. D'accord. Alors, Noé Cassius Dotou, face à tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais je pense que la situation est alarmante et que très tôt, l'État a l'obligation de prendre ses responsabilités pour pouvoir satisfaire les différents points énumérés
dans les revendications. Ce que moi voilà que l'État qui doit prendre cette responsabilité, si on en croit les propos du secrétaire général, ne se dépêche pas. Oui, tout à fait. Bon, l'État ne se dépêche pas, l'État ne se hâte pas. C'est pourquoi il prend tout son temps. Il prend tout son temps, la lenteur administrative, la négligence même des priorités. Tout à l'heure, il disait que si l'État ne prend pas ses responsabilités et satisfait la majorité des revendications faites, d'ici peu, la grève sera corsée. Et je ne sais pas la raison pour laquelle, en République du Bénin, les grèves observées, nous sommes d'accord, dans le secteur de la santé, sont quand même vues comme des débrayages ou un contre-exemple, parce qu'il s'agit de vie humaine. Et c'est justement parce qu'il s'agit de vie humaine. C'est un secteur sensible. Oui, c'est un secteur sensible. On n'en disconvient pas, mais il faut outiller, nous sommes d'accord, celui qui est mis au service de l'exercice de cette profession. C'est un sacerdoce. C'est très utile. Si la personne a faim, si la personne est mal équipée, et si la personne ne se retrouve pas dans les conditions sine qua non, en aucun cas, ce dernier ne peut administrer des soins de qualité aux patients. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de la traçabilité État, parents, et bien sûr, les professionnels du secteur de la santé. C'est vrai, si le secteur de la santé doit connaître une amélioration totale, je crois que ce n'est pas seulement à l'issue des revendications brandites par les professionnels du secteur de la santé que les satisfactions seront obtenues. Il n'y a que la nécessité d'impliquer, sinon de s'auto-impliquer. Je peux parler des parents des malades eux-mêmes. Eux également peuvent s'inviter dans le débat et donc rappeler à l'État que nous avons des victimes, nous avons des malades, nous avons des grabataires qui sont dans les hôpitaux et donc ils urgent de leur administrer des soins de qualité. Et par conséquent, ils doivent ouvrir une voie de dialogue. C'est très important. Il y a le secrétaire général qui fustigeait un peu le silence des associations de défense des droits du consommateur. Comment expliquez-vous ça? Oui, bon, c'est quand même des gens qui devraient être quand même, je vais dire, à l'avant-garde de cette lutte-là. Ils doivent être des avant-gardistes. On les entend pas. Ils seront en réalité les premiers à porter les revendications des agents du Centrasèche ou des syndicats Centrasèche. Nous sommes d'accord. Bon, nous sommes dans. Je ne veux prêter d'intention à personne ni dire des imaginations, mais je ne sais pas. Nous sommes dans un pays où tout est politisé. Dans bien des secteurs, nous avons. Vous voulez dire que les associations aussi ont reçu leur dose politique, c'est ça? C'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est une hypothèse. Laissez-vous permettre de le dire. Je dis que c'est possible parce que pourquoi dans des secteurs moins sensibles que celui de la santé, ils ne se sont pas portés, nous sommes d'accord, avant-gardistes à défendre ou à lever haut les cris de cœur des agents de la santé. La question reste posée. Maintenant, l'autre question aussi, c'est de savoir si les syndicalistes du secteur de la santé, eux également, sont allés voir, bien sûr, l'association de défense des droits des consommateurs. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller les voir? Bon, pas besoin d'aller les voir. Soyons sérieux. Oui, je n'en dis pas. Au cas où, ceux-là ne prennent pas le relais, nous sommes d'accord, de leur mouvement, de leur revendication. Il faut les réveiller. Il faut aller. Donc, je crois que, en effet, c'est une responsabilité partagée entre les syndicalistes eux-mêmes, entre les parents des malades et entre les associations. Mais dans tout ça, je crois que la grande responsabilité à l'État incombe impérativement à l'État. Oui, et ce n'est pas seulement dans le secteur de la santé, dans l'éducation, dans d'autres secteurs également, il y a de ces énormes problèmes qui se posent. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que qu'ils ne soient pas du tout démotivés. Nous sommes d'accord, ces syndicalistes-là, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Non seulement cela permet aux revendicateurs de bénéficier, bien sûr, de leurs primes, de bénéficier des conditions essentielles de travail, mais aussi c'est une aide à l'État. Parce que les revendications exigent à ce que, par exemple, les plateaux techniques de travail soient améliorés dans certains hôpitaux. Quand vous allez, par exemple, à l'hôpital de Dija, nous avons tout l'équipement de travail qui végète dans un état délabrement avancé. Et donc, certains alinéas de revendications aussi considèrent ces nécessités-là pour dire à l'État que tant que nous ne sommes pas bien lotis, tant que nous ne sommes pas bien équipés, nous ne pourrons pas travailler et
bien sûr, donner satisfaction aux devoirs que vous attendez de nous. C'est clair. Très bien. Alors, secrétaire général Sintra-Sèche, Soulé Salako, Diaspora FM a lancé cette semaine une nouvelle émission qu'on intitule Réagissons à l'actualité. Et je vous assure, votre actualité a reçu des réactions de la part des auditeurs. Surtout lorsque vous avez décidé de corser, de transformer ce mouvement en une grève continue et sans service minimum, en vous demandant d'être plus humain, puisque vous avez dit dans le développement que c'est le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine. C'est quand même des hommes qu'il s'agit. Est-ce que cette mesure de sans service minimum ne devrait pouvoir pas être monnayée pour essayer quand même de voir comment prendre en charge les populations en matière de santé? Vous savez, la santé, elle n'attend pas. Elle est impérative. Bon, je crois que c'est une question pertinente parce que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on dit sans service minimum, ça fait peur. Non, ça c'est la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition de la part de l'autorité. Avec réquisition. Vous-même, à votre niveau. Je vais vous expliquer c'est pourquoi au Sintra-Sèche, nous ne disons pas grève avec service minimum. Nous sommes malheureusement aujourd'hui dans un secteur où on dénombre déjà une cinquantaine de syndicats. Je crois que c'est le point que les autorités font au niveau du ministère de la Santé. Et lorsque le Sintra-Sèche seul décide d'aller en mouvement, nous disons que il y a au moins les militants de 49 syndicats qui sont quelque part et qui assurent le service minimum. Parce que les militants de Sintra-Sèche ne sont pas regroupés dans un hôpital quelque part, et différent des autres structures. Donc, chaque fois que nous devons aller en grève, nous estimons que c'est sûr qu'il y a d'autres qui ne vont pas en grève en ce moment-là et qui assurent le service minimum. Maintenant, s'il y a des endroits où l'effectif que nous représentons est si important que ça arrive de fragiliser le système, les réquisitions sont peut-être faites à ce niveau-là. Mais dans beaucoup de centres, il y a toujours des gens qui ne se sentent pas concernés par la grève et qui sont là, qui font le travail. Et c'est pas extraordinaire, dans un hôpital, il n'y a que les militants du Sintra-Sèche. Bon, malheureusement, depuis 11 ans que je suis là, cela ne s'est pas encore produit. C'est pas impossible. Hein? Cela ne s'est pas encore produit. Peut-être que le jour où ça va se produire, nous prendrons les dispositions spéciales par rapport à cet hôpital-là. Vous attendez d'abord que cela arrive? Bon, ça n'arrivera pas. Vous savez, le fonctionnement de nos hôpitaux aujourd'hui, il y a un système de, comment on appelle ça, fonds propres qui existe où les directeurs ont la possibilité de prendre des gens qu'ils appellent des prestataires, qu'ils appellent des financements communautaires, ils appellent ceci, cela, là. Bon, ils estiment que ceux-là, c'est des gens qui sont payés par eux et par conséquent, ceux-là ne font jamais grève. Donc, dans tous nos hôpitaux, ça existe, en quantité. Donc, je ne sais pas si demain, on va supprimer ça pour que ça ne soit que les militants du Sintra-Sèche qui se retrouvent là. C'est des volontaires? Bon, ce n'est pas ce que l'État appelle des volontaires, c'est des gens qui sont recrutés par les directeurs au niveau des hôpitaux seulement. Soulé Salako, pour une corporation aussi importante et délicate, avez-vous besoin d'autant de représentation syndicale? Ça, c'est une question également que je juge pertinente. 50 syndicats pour le secteur de la santé, c'est trop. C'est trop. Nous avons souhaité... Comment expliquez-vous ça? Ce fourmillement de syndicats. Bon, c'est les questions de leadership. Tout le monde a envie d'être SG, tout le monde a envie de siéger dans les commissions. Donc, quand on est secrétaire général, on a beaucoup d'avantages, on a beaucoup de primes. Dites-nous, vous êtes avec nous, dites-nous. Moi, je suis là depuis 11 ans, je n'ai pas d'avantages particuliers, je n'ai pas de primes liées au fait que je sois syndicaliste. Ce que je constate, c'est que... Mais vous voyagez beaucoup? Bon, est-ce que j'ai jamais sorti... Et certaines portes vous sont ouvertes plus facilement que d'autres. Sorti du Bénin grâce au Sintra-Sèche? Bon, si je suis sorti, peut-être c'est mes relations personnelles avec des gens à l'étranger. Mais jamais, ce n'est pas le biais du ministère de la Santé ou bien de l'État béninois que j'ai eu la chance de sortir. Bon, cela voudra dire qu'il n'y a pas d'atout majeur à être syndicaliste personnellement, moi, j'estime qu'être syndicaliste au Bénin, c'est difficile, c'est compliqué. Mais vous l'assumez quand même. Oui, je l'assume parce que... Depuis 11 ans. Je l'assume parce que c'est moi-même qui ai voulu. Il y a 11 ans, on ne m'a pas coopté pour me mettre dans un syndicat. J'étais lésé, j'avais des situations qui m'obligeaient à vouloir réagir. J'ai demandé conseil, on m'a dit que je pouvais me lancer dedans. Et après, je constate que ce n'est pas facile. Et quand une autorité doit se soumettre ou doit écouter une cinquantaine de centrales syndicales d'une seule corporation,
Est-ce que cela ne renforce Dans le pas... même secteur. Dans le même secteur, pardon. Est-ce que cela ne renforce pas l'autorité dans sa position? Non, aujourd'hui, cela n'est pas véritablement un problème. Je vais vous dire pourquoi. Vous prenez le secteur de l'éducation, au primaire, ils sont une centaine. Là, c'est l'éducation. C'est ça que je dis. Oh, au secondaire, ils sont plus d'une cinquantaine. Vous passez déjà à un niveau, à un autre niveau. Non, c'est que c'est les comparaisons. L'éducation, c'est le secteur qui a plus de fonctionnaires au Bénin. Le second secteur qui vient, c'est la santé. Donc, si les gens estiment que là-bas, vous savez qu'il y a trois différents niveaux dans le secteur de l'éducation. C'est vrai qu'il y a différents niveaux, mais vous savez, le dialogue dans le secteur de la santé, c'est quelque chose qui se fait souvent ensemble. C'est nous qui avons parfois décidé de faire chemin à part. Sinon, bon, les autres, ils se mettent souvent ensemble, ils discutent ensemble. Est-ce que vous ne serez pas mieux écoutés si vous étiez ensemble en coalition? Bon, ça dépend d'autres facteurs que je n'ai pas envie de développer sur ce plateau. Ça dépend d'autres facteurs. Ce qui est sûr... L'ego de chaque SG. Non, ce n'est pas les égos. En 11 ans, moi, j'ai fait mes expériences dans beaucoup de structures, d'organisations. Et j'ai estimé que même seul, on peut réussir. Et on a toujours réussi seul. Et voilà ce qui renforce. Et c'est pour ça que le Centre-Sèche décide d'aller seul en grève sur une cinquantaine. Pourquoi vous n'avez pas pu amener les autres à quand même s'associer à la cause? Parce que tout ce beau monde est aussi astreint à ce que vous revendiquez. Une partie des autres étaient déjà en grève avant que le Centre-Sèche n'aille en grève. Une bonne partie, une trentaine, était déjà en grève depuis octobre, je l'ai dit, et avant que nous démarrions notre mouvement. Mais nous avons estimé que peut-être que nous n'avons pas les mêmes revendications, peut-être que nous n'avons pas la même lecture de la façon dont il faut revendiquer. Nous n'avons pas peut-être la même gestion des mouvements à des moments donnés. Et puisque nous avons la chance d'avoir suffisamment de militants dispersés sur toute l'étendue du territoire et que nous avons fait nos preuves. Et vous êtes sûr que... Nous sommes convaincus que pour le moment, nous pouvons aller seul et réussir. Et vous êtes sûr que votre grève sans service minimum aura un impact? Est-ce que votre objectif, c'est de compter des morts familiers, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ça. Et à quoi mesurez-vous l'impact? Et l'impact se mesure au nombre de points de revendication satisfaits. Lorsqu'on a appelé avant-hier pour dire les primes spécifiques sont sortis, les gens commençaient par appeler de partout pour dire bravo, bravo, bravo. C'est ça l'impact. Parce que il y a un mois, les gens se disaient que bon, une fois que le ministre d'État a dit que ça sera reparti en 4 tranches, que ce n'est pas sûr qu'on puisse faire revenir sur la décision. Vous avez dit qu'avant vous, il y a une autre centrale syndicale qui était en grève. Est-ce votre pression qui a pu décrocher C'est sûr et certain que c'est notre pression parce que les autres même le savent. Parce qu'avant que on arrive dans le mouvement, ils nous ont demandé de venir les aider. Ils nous ont appelés pour dire venez renforcer le mouvement parce que à cette allure-là, on n'arriverait pas. Donc, ils savent que nous constituons une force très importante dans le système. Et pour cela, lorsqu'ils nous sollicitent, si c'est nécessaire, nous l'accompagnons. Mais je tiens à dire que... Comme quoi, vous serez mieux ensemble? Non, je tiens à dire que nous n'avons pas décidé d'aller en mouvement véritablement pour accompagner les autres. C'est pour cela que je cherche à nuancer cette question de primes et de revendications sur les carrières. Il ne faut pas qu'on dise, bon, on est venu renforcer ceux qui parlent de primes, et une fois que la question de primes est vidée, on range les revendications. Je ne veux pas faire ce débat-là. Moi, mes revendications ont été énoncées, ont été dévoilées lorsque j'ai estimé qu'en matière de carrière, il y a énormément d'anomalies. La question de primes, c'est un peu de discuter. Moi, l'État m'aurait reçu en octobre et m'aurait dit, je vous paierai la prime en novembre, que je dirais, bon, cette question-là peut rester là. Parlons des autres questions. Mais vous allez poursuivre. On parlera des autres questions, comme je l'ai dit, on parlera des autres questions. C'est en fonction des autres questions que le débat se mènera sur la nécessité ou pas d'arrêter le mouvement. Alors, M. Soulé-Salakor, là, on va être concret, on va être précis. Qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement, que votre ministre de tutelle fasse pour que le mouvement s'arrête? Le gouvernement, peut-être oui, mais le ministre de la Santé, je ne crois pas qu'il puisse faire grand chose. C'est quand même votre ministre de tutelle. Bon, c'est votre voie d'entrée au gouvernement. Malheureusement, c'est ce que nous avons pour le moment. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre une, 2 fois. La façon dont il dirige le dialogue social... Ne vous convainc pas? Non, ça ne me donne pas l'impression qu'avec lui, on peut réussir quoi que ce soit.
Maintenant, bon, il semble qu'il est en train d'introduire les documents vers les autorités de la fonction publique, des Pourtant, finances, c'est lui qui le fait. pour Voilà. que les autres puissent s'impliquer. Je me dis, bon, peut-être que les autres se retrouveront autour de Un la autre table. ministre ne viendra jamais décider si ce n'est pas lui. Je C'est ne, lui, je, le- je le ne maître crois du pas. Moi, protocole. j'ai dit que mes revendications sont des revendications de carrière. Et lorsqu'on parle de carrière, c'est la fonction publique qui gère. Disparité il faut catégorielle, l'introduire. statut particulier, Il faut d'abord professionnel. introduire le dossier. Vous êtes d'accord? Moi, même si on n'a même pas besoin de normalement Même si c'est d'introduire. malheureusement lui, comme Moi, vous l'avez dit. ma motion de grève, j'ai écrit motion de grève. En premier lieu, j'ai écrit au ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. Alors, si on était dans un pays où les gens se respectent, le ministre du Travail et de la fonction publique devrait nous appeler depuis, avant même qu'on aille en grève. Donc, on n'a pas besoin Sans que... toucher l'autorité de tutelle? Non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme je ça. ne sais pas comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, il faut qu'on règle les problèmes. Et la solution aujourd'hui, c'est ça que vous demandez, c'est la nécessité de discuter. Pas du dilatoire. Il ne faut pas qu'on nous appelle pour dire, premier point, le 4 novembre, ça sera réglé. Deuxième point, le 8 novembre, ça sera réglé. Troisième point, le 10 novembre. C'est ça qu'on nous a dit le 28 octobre. Et jusqu'à ce jour-là, et que voulez-vous alors? rien de ce qui a été dit n'a été respecté. Rien, absolument rien. Même pas un seul point. Pas un seul point. Donc vous déplorez les promesses Je sais même pas si démagogiques vous appelez à ça non des point promesses. Moi, fini. j'appelle ça des mensonges. Moi, je voudrais comprendre les points, qu'on échange concrètement. Et même si on ne peut pas régler ça dans les délais d'une semaine, 4 jours là, que nous constatons ensemble dans quel délai on peut régler. Par exemple, si une question doit nécessiter la municipalité d'un comité, d'une commission de réflexion, on sait que ça ne peut pas être réglé en 2 jours, en 3 jours. Donc, on mettra les comités sur pied, on dira, sur ce point-là, on attend que le comité dépose son rapport. Mais sur d'autres points, est-ce qu'on peut régler les choses? On ne parle pas de CNSS, les 4 qui sont bloqués quelque part. On débloque les 4 camps. C'est des questions qui sont plus faciles à gérer. Les questions de reversement, vous signez les arrêtés d'éligibilité quand vous convoquez la commission pour quel jour? Les questions de disparité catégorielle, Et quand là, est-ce que les et là rapports... encore, il leur faut vous poser, vous fixer des dates, définir une échéance. L'échéance, nous allons les c'est ce définir ensemble. Moi, je préfère qu'on définisse les échéances ensemble. Lorsqu'on discute proprement, à la fin, on dit, bon, je vous voyez, tout ce que nous avons à faire, non? Est-ce que vous pensez que dans 2 jours, on peut finir? Est-ce que si on met ça dans une semaine, est-ce que ça ne sera pas mieux? Et ensemble, on dit, d'accord, 2 jours, ce n'est pas raisonnable, et 8 jours, vous proposez, nous proposons 6 jours. Et étant donné qu'on sera membre de ce comité-là, on sera là. Si au terme de 6 jours, on n'arrive pas à finir, on va dire, ah, nous avons travaillé au sein du comité, en 6 jours, nous n'avons pas réellement fini le travail qui est demandé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On vous appelle, on dit, bon, allez vous asseoir, le 10 novembre, ça sera réglé, le 4 décembre, ça sera réglé, le 8 décembre, ça sera réglé, approchez les mouvements, dormez chez vous. Alors qu'on sait que c'est du dilatoire. Et puis si on vous implique tel que vous le dites pour autant, qui sont ceux qui vont soigner dans les hôpitaux? Si vous constituez des commissions, des comités autres, comme vous Non, le dites, bon, pour travailler. on va impliquer combien de personnes? 2 ou 3 syndicalistes? Combien de personnes on implique dans une commission? Ce n'est pas les milliers de militants que regardent les Et syndicalistes. en ce moment, qui assure les tâches dans Non, leurs différents ça là, services? c'est une activité que nous avons toujours menée. Dans tous les ministères, les syndicats participent à des commissions, des comités tout le temps. Il y a les médiations nationales, les conseils sectoriels pour le dialogue social, les commissions d'avancement, de reclassement. Les syndicats sont toujours impliqués, c'est des choses statutaires. On est en travailleur. Donc, c'est prévu dans l'hôtesse que les syndicats doivent participer à ça. C'est des choses qui mobilisent 1-2 personnes maximum. C'est pas ça qui entrave le fonctionnement de nos structures sanitaires. C'est cela. Nourri Kassif, Toto. Oui, je pense que le syndicaliste a déjà tout détaillé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vous avez des espoirs quand même? Bon, je ne suis pas du domaine, mais nous sommes dans En tant qu'usager. En tant qu'usager, oui, aussi usager citoyen, voyez, ayant besoin des soins de qualité. Voilà, des Et soins donc, de qualité. oui, des soins de qualité. J'ai espoir, mais cet espoir, bien sûr, est voué également à la volonté de l'État, voyez, de prendre en considération toute la kyrielle de revendications, voyez, réclamées par le secteur de la santé, sinon les professionnels du secteur de la santé. C'est très important que l'État prenne ses responsabilités parce que cela permettra de maintenir, nous sommes d'accord, le paysage socio-professionnel entre l'État et les travailleurs de la santé. Si, je continue de le dire, si nous sommes d'accord, cette nécessité-là, ces priorités ne sont pas satisfaites, il sera très difficile à l'État de nourrir et d'alimenter
l'hôpital de référence, la construction de l'hôpital de référence, annonçait un remplacement du CNHU. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Oui, c'est hier que l'information est tombée. Moi quand je l'ai eu, personnellement, selon mes analyses, j'étais tombé des nues parce que il y a des priorités qui n'ont pas encore été satisfaites, mais on prend encore d'autres décisions qui permettront bien sûr de construire un hôpital de référence en remplacement du CNHU. Pour moi, ça apparaît comme un paradoxe. Non, un remplacement. C'est le mot qui a été prononcé et que je suis en train de restituer ici. Non, ce sera l'occasion simplement de créer d'autres priorités qui vont s'imposer tout simplement. Alors, Monsieur Souley Salakon, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quand même un mot d'espoir pour ces milliers de malades qui attendent dans nos hôpitaux pour pouvoir être soignés convenablement? J'ai espoir parce que, comme je l'ai longuement martelé au cours de l'émission, ça fait longtemps que je suis dedans. Je sais comment les dirigeants se comportent à des moments donnés. Lorsqu'ils finiront de jouer leur dilatoire et passeront aux choses sérieuses. Mais je dis au travail que ça peut prendre du temps. De ne pas se dire que bon, peut-être que la semaine prochaine on va lever, la semaine prochaine on va lever. Peut-être que ça prendra encore 2 mois. Voilà, comme vous avez dit encore dans cette émission que les jours prochains, ça risque. Oui, j'ai dit que ça risque d'être corsé parce que personnellement, je me dis si le dilatoire doit se poursuivre, il va falloir passer de 112 heures à 96 heures. À la vitesse supérieure. Ça, ce n'est pas une décision personnelle. J'ai déjà programmé rencontrer mes responsables départementaux dans la première quinzaine du mois de décembre. Le débat se mènera. Si jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution, ce sera à eux de dire s'il faut qu'on corse ou pas. Mais je me dis, si le dilatoire peut se poursuivre, nécessairement on va corser. C'est pour cela le travail doit savoir qu'on n'est pas au bout du tunnel. La population doit se dire également qu'elle doit essayer d'une façon ou d'une autre de jouer sa partition en interpellant les autorités. Je ne sais pas si c'est discrètement, officiellement, quelles que soient les voies que les uns les autres ont. En prenant la rue. Bon, même s'ils veulent, ils peuvent prendre la rue. Moi, je ne vois rien d'anormal dedans. C'est ce que vous avez souhaité. Bon, je dis, normalement, les associations, des consommateurs, les gardes malades peuvent prendre la rue pour dire qu'ils ont besoin de soins. Je ne leur demande pas d'aller dire il faut régler les problèmes du Centrasèche. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont... N'est-ce pas une incitation à la violence ou... Non, quelle violence au désordre dans ça peut être une marche pacifique. Ça ne peut être qu'une marche pacifique. Ça ne peut qu'être une marche pacifique. Mais je crois que c'est une façon pour la population de montrer qu'elle est concernée par les problèmes qui sont posés. Donc je me dis, principalement ceux à qui j'aurais à m'adresser, c'est le pouvoir. Au lieu que les gens se mettent en tête qu'il faut qu'on arrête le mouvement, qu'on signe des protocoles d'accord, parce que cette semaine, le décès du ministère de la Santé m'a appelé plusieurs fois pour dire on va signer protocole d'accord, ça m'a fait rire. À mettre au prix, j'ai dit bon, on a négocié sur rien, on a échangé sur rien, on parle de protocole d'accord, bon, on va faire ci, on va faire ça, je dis bon, la première des choses c'est qu'on discute. Il faut qu'on se réunisse, qu'on échange, qu'on voit sur quel point on peut s'entendre, quels sont les points qui seront satisfaits peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, et après on verra. Mais bon, on ne choisit pas cette voie-là. Je crois que si vous leur posez la question, ils vous diront qu'eux, ils sont dans le schéma de faire signer des protocoles d'accord cette semaine. Parce qu'une fois qu'ils ont décaissé les 100 000 francs là, ils estiment que c'est fini. Bon, si ceux qui estiment que les 100 000 francs sont prioritaires ont envie de rapprocher, ils rapprocheront. Ils sont libres. Mais nous, Centrasèche, on ne peut pas rapprocher parce qu'on aurait satisfait 2000 revendications sur 11. Il faut que ceux qui doivent discuter se retrouvent, travaillent sérieusement et qu'on ait un document qui permet d'apprécier quelle évolution les différents points ont connus. C'est déjà bien que vous gardiez espoir. C'est déjà bien, vous l'avez dit à l'entame de votre conclusion. Vous gardez espoir. C'est déjà bon signe. Merci à vous, Souley Salakon. Je ne sais pas si vous avez, Noé Cassius, un mot de fin. Oui. C'est vrai que ma démarche dans ce débat a été d'accorder le crédit, nous sommes d'accord, au mouvement de revendication des agents de la santé. Je reconnais que le secteur de la santé, nous sommes d'accord, est un secteur très sensible. De facto, je demande à l'État de prendre très tôt ses responsabilités, tout en priant également les syndicalistes
de ne pas vouloir corser le mouvement de grève, mais plutôt à faire preuve de souplesse. Non seulement de souplesse, mais de corser plutôt les procédures de négociation et de dialogue auprès de l'État afin d'aboutir à bon port. Merci. Belle conclusion, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'il faut faire. En toute matière, il faut rechercher le dialogue, il faut rechercher la solution. Et tant qu'on ne l'a pas, il ne faudrait pas aller s'asseoir pour dire nous attendons que les autorités fassent ce qu'elles doivent faire. Il faut plutôt les forcer à faire ce qu'elles doivent faire. Et c'est notre invite à vous, Souley Salakor, secrétaire général du Centre-Sèche, et à vos confrères qui sont en mouvement. Merci d'être venu ce matin sur ce plateau éclairer nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie infiniment.